C'est tout simplement qu'ils établissent un climat général de violence. Et donc, ce ne sont plus les actes, ce ne sont plus les idées, en d'autres termes, ce ne sont plus les faits qui sont représentés, mais c'est l'impression qu'un film donne qui est susceptible de restreindre son accès aux audiences. En d'autres termes, c'est ce qu'on voit au début de tous les trailers, c'est-à-dire ce film a été approuvé par telle audience, telle assemblée, panel type de spectateurs, etc. Et là, on n'est plus du tout, enfin, on est dans ce qui est de plus fumeux, de plus vaporeux, qui est, grosso modo, le sentiment que les spectateurs ont, que leurs sentiments sont affectés ou pas par la projection de tel ou tel film. Et ça, c'est aussi un risque réel, puisque sur une assemblée de 1000 personnes, il y en aura toujours 10 ou 100 ou 150 qui statistiquement seront... Ouais, mais ça, ils s'en foutent, c'est le plus grand nombre, enfin, c'est la loi du plus grand nombre qui compte, quoi, tu vois. Donc, s'il y a 10 personnes qui vont te choquer, si on a, à côté de ça, tu en as effectivement 9000 qui passent, c'est bon, on va pas s'inquiéter. Mais tu parlais de climat de violence, c'est assez amusant, parce que quand tu vois, enfin récemment, j'ai vu Zero Dark Thirty, tu vois, où on te parle quand même de nouveau de choses pas toujours très nettes. Et tu vois, c'est aussi comme, enfin, quel est, enfin, je veux dire, c'est plutôt par rapport à ce genre de film, tu vois, que la question se pose. Maintenant que on pourra en venir encore un quart de seconde sur Oblivion, on s'en fout. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé de Zero Dark Thirty ou Argo, la manière dont on présente les choses. Je n'ai pas vu Zero Dark Thirty, mais par exemple, j'ai vu comme pas mal de gens ici, sans doute Funny Games. Est-ce que Funny Games, au nom de la notion de climat de violence, mais là, je te parle d'un film qui parle de la prise de position en temps de guerre, d'un gouvernement, ouais, etc. Funny Games, moi, j'ai détesté les deux versions. Mm-hmm. Tu vois, mais c'est juste un affect particulier. Mais la question est de savoir, ne pas savoir si on déteste ou pas, mais si ce film doit être restreint à telle ou telle audience ou pas. De nouveau, la liberté d'expression se permettre même que des comportements qui nous choquent soient accessibles au plus grand public. Or, Funny Games, il y a plein de raisons, et en fait, je crois, enfin, je partage peut-être pour d'autres raisons, mais c'est un film que je n'apprécie pas particulièrement. Mais Funny Games, c'est un film dans lequel il y a un climat de violence, dans lequel il y a un climat, pour différentes raisons, qui peut être considéré comme malsain. Est-ce que ce genre de film rentrerait dans la définition de ce qu'on appelle un climat de violence? Si oui, alors Funny Games, mais d'autres films, bien entendu. Pour rester chez Haneke, prends Amour. Où tu positionnes ce film. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est aussi un film où tu vois des choses qui sont vraiment très très dures. Je sais pas si tu l'as vu. On parle de, tu vois, de hockey, de gars qui courent avec des tronçonneuses, de gars qui se terminent défoncés à tourner dans des pornos pas très nets, etc. Mais voilà, tu parles d'Haneke, revenons sur Haneke, Amour, voilà. Comment on présente un film comme ça? Comment on finance un film comme ça? Et en plus, qu'on arrive à le promotionner, à faire en sorte qu'il rafle des prix. Ça, c'est intéressant. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, on est devant un système de production qui est à plusieurs vitesses, je veux dire, à plusieurs niveaux. Il y a la production qui va sortir en salle et qui va être diffusée après sur les chaînes de télévision et qui est généralement coproduit par des chaînes de télévision avec la condition que ce film puisse être diffusé avant 22 heures, donc il ne peut comporter aucune scène de violence ou de sexe. Il y a à côté de ça des promoteurs ou des producteurs qui prennent un petit peu plus de risques et qui acceptent de passer par des réseaux qui sont d'ailleurs institutionnalisés, de cinéma d'arrêt d'essai ou de cinéma de moindre diffusion, mais évidemment, on voit bien que plus l'audace est présente dans le scénario ou dans la réalisation, plus l'extension ou la diffusion du film sera restreinte. Et il en va de même avec le cinéma fantastique. Plus il est, je dirais, contestable ou en tout cas scandaleux, moins il aura de spectateurs, de toute façon. Mais je suis pas tout à fait d'accord. Parce que quand tu vois ce qui se produit aux États-Unis, la violence, le sexe, l'ambiguïté morale, etc., ça cartonne en série télévisée. Et ça va parfois aussi loin que le cinéma. Que tu prennes les Game of Thrones, que tu prennes Walking Dead, ou bien tu remontes avant par rapport à l'ambiguïté morale, des trucs style
je retombe plus sur les titres là, même les Sopranos, tu vois, de suivre une famille comme ça de mafieux, il y a du sexe, il y a enfin ça tue, enfin tu vois, donc là c'est évoqué plus que montré. Hein. Oui, mais tu vois, c'était les prémices. Maintenant, on y va franchement, quoi. True Blood ou des choses comme ça. Non, je pense que c'est une valeur qui en tout cas, oui, voilà, c'est à la télévision maintenant, et ça y va franchement. Quoi. C'est à la télévision, mais après 22 heures ou sur des chaînes à péage, ou voilà, c'est pas dans le mainstream en premier rideau, quoi. C'est pas le but. Ce serait à des heures mainstream, ça intéresserait beaucoup moins les gens qui sont les aficionados et les curieux. Parce que ça n'aurait plus ce côté piquant, tu vois. C'est aussi ça qui fait la spécificité du cinéma fantastique, du cinéma porno, de certaines choses plus à essai, etc. C'est justement, j'assimile assez globalement, mais c'est ça qui fait le charme de tout ça aussi. Ça fait le charme pour le public parce qu'il se sent un peu privilégié. Il a l'impression d'être quelqu'un d'un peu particulier puisqu'il a accès à des œuvres que les autres ne voient pas. Mais en tout cas, c'est une censure économique d'une certaine façon. C'est quand même une restriction dans le public. Mais les œuvres que tu cites, que ce soit les Sopranos, le Borgia, Games of Thrones, etc., sont des œuvres qui, certes, présentent des éléments, enfin, de violence, des actes sexuels, etc. Mais on ne peut pas dire que ce sont des œuvres qui présentent des éléments ou des arguments, par exemple, politiques dérangeants. Au contraire, ce sont des œuvres qui mettent toujours le sexe ou la violence, sauf le cas des Sopranos, qui est pour le cas plus compliqué, dans des univers fictifs, voire fantastiques, passés. Il y a une mise à distance des actes. Le traitement est parfois, pas toujours, mais parfois ironique. Il est retourné en son contraire, c'est-à-dire que le sexe n'est pas présenté comme un élément subversif, mais malgré tout comme un élément comme le miel pour attirer les mouches. Faut dire les choses, ce n'est pas bon. Et donc on ne peut, enfin, je ne trouve pas que les différentes œuvres que tu cites, de nouveau, bon, pour les Sopranos, c'est peut-être différent, mais sont particulièrement subversives, sont susceptibles vraiment de faire l'objet d'une censure, d'une réaction de rejet d'une partie du corps social ou quelque chose comme ça. Ce sont au contraire des œuvres qui, sous beaucoup d'aspects, sont très consensuelles et flattent absolument tous les instincts du spectateur, les instincts moyens, certains aspects plus esthétiques et aussi certains bas instincts, parce que après tout, après une scène bien réalisée, bien jouée, bien chiadée, avoir une petite dose de sexe, ça ramène aussi le gosse de 15 ans qui n'en a rien à battre. Et donc Walking Dead, même chose pour toi. C'est aussi un univers réconfortant. Il y a rien de plus à la mode. Il y a rien de plus à la mode maintenant qu'un truc de zombie qui traîne, qui fait peur et qui est quelque part de nouveau assez. Mais la majeure partie des films qu'on voit sont comme ça, quoi. Tu vois, si tu veux aller plus loin, il faut creuser. Là, je te parle de télévision, je te parle pas non plus de chaînes ultra pointues, quoi. Tu vois, je veux dire. Et si tu veux, effectivement, t'as des jalons dans le cinéma fantastique. Tu peux prendre par exemple le Dawn of the Dead de Romero, qui est un film clairement politique. Mais il y en a pas, par rapport à la manne de films qui sont produits, qui sortent, etc. Surtout maintenant que ça s'est bien accéléré, tu en as pas. Enfin, le pourcentage de films effectivement où tu as cette petite graine un petit peu, qui pousse un petit peu le discours un peu plus loin, la réflexion un peu plus loin, ils sont pas légion non plus, quoi. Mais tout ce que je veux dire, c'est que ce qui à la fois sauve et perd et sauve ce genre d'œuvre, c'est de nouveau le rapport à la distance et à l'ironie. C'est-à-dire que beaucoup de choses peuvent être montrées tant que le spectateur se fait dire quelque part c'est une blague, ou c'était un autre monde, ou c'est un monde fantastique, ou justement tu as le choix c'est après 22 heures, ou ce genre de choses. Donc ça marche, mais il y a aussi une déperdition d'énergie, une déperdition de contenu, à partir du moment où il y a cet effet d'ironie qui est produit. Comme par exemple l'année passée, je crois que c'était le film de clôture qui était Cabin in the Woods, qui est un film qui joue en permanence sur cette ironie. On ne sait jamais ce qui est sérieux, ce qui l'est pas. Est-ce que c'est un film authentiquement réac qui nous dit que finalement, pour sauver le monde, il faut sacrifier des jeunes? Est-ce que c'est un film authentiquement progressiste qui remet en question le complexe militaro-industriel américain? On ne le sait jamais. On ne le saura jamais. C'est pour ça que le film marche auprès du public. C'est pour ça que le film est un film téflon. Et c'est ce qui fait que malgré tout, c'est peut-être encore un film subversif parce qu'on peut réintroduire des éléments de réflexion, mais ça ne marche commercialement, ça ne marche auprès du public que s'il y a cet élément d'ironie. Sans ça, ça devient terrible et alors tous les circuits de redistribution se ferment. Evil Dead, c'est aussi un film ironique malgré tout.
Est-ce que vraiment il y a un cinéma fantastique populaire, Didier Stiers, accessible à tous et à quelles conditions? Ça dépend ce qu'on appelle alors cinéma fantastique. Là, il va falloir rentrer dans des définitions de genre. Comment? Oui, ben bon. Non, mais je veux dire, il y a des films comme, je ne sais pas moi, cinéma fantastique, un film de science-fiction comme Star Wars, si on dit que c'est du cinéma fantastique, évidemment que c'est populaire. Mais un film comme Massacre à la tronçonneuse, ça l'est tout de suite beaucoup moins. Je veux dire, ça s'adresse déjà à un public plus restreint. Donc il y a des courants qui sont populaires. Il y a surtout, j'ai l'impression, des courants qui sont commerciaux. On en revient toujours à la même chose, mais on voit par vagues comme ça, selon les années, des productions et même qui sortent de grands studios, de films entre guillemets d'horreur. Il y a eu la vague des films d'exorcisme, il y a eu Twilight, voilà, des choses comme ça. Ça, c'est populaire, mais est-ce que c'est fantastique? Oui, il y a des éléments fantastiques, mais c'est pas fantastiquement super, quoi. Tu vois. Voilà, donc oui, moi je dirais plutôt que populaire. Moi je dirais effectivement, ça nous revient ça rejoint un peu la problématique des films qui arrivent ou non à la télé parce qu'ils sont ou non coproduits et donc formatés par des distributeurs en télévision. C'est le côté commercial, quoi. Voilà. Et si on veut soigner le commercial, eh bien à ce moment-là, il y a toujours ça ouvre aussi la porte à une certaine forme d'autocensure. Voilà, mais de là à dire qu'un genre populaire, oui, je sais pas. Le fantastique est un genre populaire, mais je parle pas au niveau si tu veux, du public qui se précipite en masse sur les salles obscures. C'est un genre qui a fait, qui a permis, tu vois, qui a connu ses belles heures au cinéma, qui a aidé l'apparition du marché vidéo, qui a aidé, tu vois, qui supporte le marché DVD, qui supporte le marché Blu. Tu vois, ça reste quand même bien consommé, peut-être pas de manière hyper officielle, mais je pense que oui. C'est un genre populaire en soi, tu vois. Je veux dire, maintenant, tu peux aller effectivement de Twilight à des choses beaucoup plus trash, mais il y a un intérêt, je veux dire, on en parle, et même si on n'en parle pas toujours en bien, on en parle. Tu vois, c'est un peu comme on fantasme beaucoup, c'est un peu comme les francs-macs, on veut aussi en parler tout le temps, tu vois, on va ressortir des dossiers tous les ans. Est-ce que le cinéma fantastique, tu vois, les francs-maçons, bien, mauvais, le cinéma fantastique, est-ce que ça rend fou, etc. On va toujours en parler, tu vois, donc quelque part, il y a un intérêt. Même si les gens le regardent de loin de manière précieuse, c'est pas ignoré, en tout cas. On peut pas vraiment dire que les médias en parlent énormément, hein. C'est pas les films dont on parle le plus dans la presse, quand même. Ça dépend. Je veux dire, quand sauf au moment du bif. Voilà, sauf au moment du bif déjà. Puis quand il y a des séries phénomènes, mais alors là, on essaye de faire aussi entre guillemets une analyse du phénomène lui-même. Pour en revenir à Twilight par exemple. Pourquoi ça fonctionne, à qui ça s'adresse, des choses comme ça. C'est clair que les films plus pointus en termes de fantastique, alors là je mets fantastique de manière un peu globale, c'est vrai qu'on en parle plus au moment de ce type de festival, celui-ci ou d'autres, mais c'est peut-être aussi l'époque où on y a le plus accès en termes de quantité, en termes d'offres. Je veux dire, les films réellement pointus, ils sortent pas ou très peu dans les grands complexes. Voilà. Donc, et en plus, je veux dire, on ne travaille pas non plus dans un média spécialisé. Il y a des médias qui le font, que ça soit sur le net, que ça soit en magazine, ça existe encore. Il y a encore des gens qui lancent des magazines de cinéma spécialisés. Voilà, mais dans la presse généraliste, effectivement, c'est peu présent. Oui. Et donc il y a une espèce de je dirais pas de censure, mais enfin d'occultation par la discrétion, par le fait qu'on en parle peu, par le fait qu'il soit moins mis en évidence que les grands blockbusters, etc. Et puis si on ajoute à ça le fait que les distributeurs sont très réticents à se soumettre à une éventuelle interdiction aux mineurs, etc., finalement, toutes les conditions sont établies pour que ces films soient poussés vers des réseaux de distribution parallèles et vers des choses relativement confidentielles, quoi. Voilà, peut-être à ce moment-là, on en parlera un petit peu plus parce que tout d'un coup, l'accent est mis sur un label japonais complètement fou qui sort que des films barrés, qui en sort 50 par an.
Et il y aura quelqu'un dans un journal à ce moment-là qui va se dire tiens, c'est peut-être une fois intéressant de se pencher là-dessus aussi. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, les pages culture dans les journaux, le quota de pages réservé à la culture est plutôt à la baisse que à la hausse. En plus, sur ce peu de pages qu'il reste, il faut encore se partager ça avec les collègues qui font de la littérature, du théâtre, etc. Et donc forcément, par rapport à un grand public, on va plutôt, je ne sais pas, parler de Twilight que de Human Centipede, par exemple. Voilà. Mais quand Human Centipede passe au bif, on en parle aussi. Mais ce sera dealing. Voilà. Le problème, c'est qu'il ne passe qu'au bif. Oui. Et qu'il ne passera pas dans une salle après. Ceci dit, si on parle de ce film-là, c'est pas encore un drame, quoi, je veux dire, dans le genre. Mais cela dit, ce que je trouve intéressant aussi de constater, c'est que le cinéma fantastique parfois a accès aux canaux populaires en se déguisant en autre chose. Par exemple en film d'action. Quand il est vendu comme un film d'action alors que c'est un film fantastique. Ou par exemple même, et c'est un peu un retournement de ce que je disais tout à l'heure, quand il se déguise en film exclusivement sérieux ou œuvre exclusivement sérieuse. Par exemple, on acceptera de parler du cinéma fantastique quand il s'est présenté comme une dénonciation de la société, comme une forme de succès relatif de toutes les œuvres dystopiques, etc. Par exemple, ce qui était paru donc il y a quelques mois, il y a quelques années, cette série sur Channel 4, Black Mirror, qui est une série, de science-fiction, au sens très large, fantastique au sens très large, mais qui est présentée comme une réflexion sur la société. Et donc on déguise, on habille l'Indien en cow-boy ou le cow-boy en Indien, et ça permet de faire passer la pilule avec une œuvre qui, selon moi, est à la fois bien faite au niveau stylistique et intelligente au niveau du contenu, quoi. Est-ce qu'il faut se déguiser pour avoir accès, au réseau de grande distribution dominante? Et est-ce que finalement, d'une certaine façon, les producteurs et les réalisateurs de films vraiment sans concession ne font pas d'emblée le pari que, de toute façon, ils seront vus par peu de gens, donc ils peuvent se permettre d'aller au bout de leur appétit créatif et de leurs intentions de départ? Est-ce que en quelque sorte, le refus de l'autocensure ne signifie pas d'office qu'on accepte d'être marginalisé, quoi? Oui. Enfin, ça me semble assez clair. Alors, c'est pas pour ça que les gens ne verront pas le film. Ça nous ramène à la circulation sur Internet. Évidemment, le film sera vu d'une manière ou d'une autre. Mais bon, évidemment, ça restreint aussi les rentrées, entre guillemets, pécuniaires, si tant est que c'était ça qui intéressait aussi le réalisateur ou les producteurs. Mais bien sûr, ne pas se conformer à la norme et au format, bien sûr, surtout, de plus en plus, vous prive, même si c'est sur des chaînes spécialisées, je pense, finissent par priver le produit, entre guillemets, de toutes sortes de débouchés. John Pizzet, oui. Et puis on va peut-être demander au public s'il souhaite intervenir. Il y a un micro qui peut se promener et vous pouvez intervenir. Mais peut-être justement, mais c'est moins une intervention qu'une question en fait. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis, Didier Gauthier. Imaginez que vous êtes directeur d'un festival du film fantastique quelque part en Europe occidentale, aux alentours du 50e degré, aux alentours du 50e parallèle. Et vous avez, disons, 300 films qui vous sont proposés. Bon, bien sûr, il y a des critères de qualité qui président à votre sélection. Mais est-ce qu'il y a des films que vous refuseriez pour des raisons non pas seulement esthétiques, mais politiques, idéologiques, morales, ou pour des raisons de dignité humaine? Sinon, éventuellement pourquoi? Et si oui, alors quelle serait selon vous justement la barre que vous franchiriez ou vous ne franchiriez pas, ou justement la fameuse ligne jaune? Où se trouverait la barre, oui. Je ne sais pas. Moi, écoute, ça fait quoi? Ça doit faire plus de 25 ans que je fréquente le festival, et j'en ai vu un peu dans tous les genres. C'est vrai que ça a été parfois fort loin, et je pense qu'il y a rien à faire. Tu as
tu as des tendances malgré tout. Tu vois, tu dois faire avec, parce que non seulement c'est pas juste offrir aux gens ce qu'ils attendent, mais tu vas te prendre toute une série de films effectivement qui vont se ressembler les uns les autres. Par rapport à la transgression, par rapport à ce qui est très subversif, à ce qui va très loin, je pense qu'en fait, on en reste vraiment à la qualité du message. Je pense qu'il faut causer avec les mecs qui ont produit les films. Pour prendre un exemple, dans le milieu de la musique, il y a le groupe Laibach qui est systématiquement, dès qu'on en parle, qui est crucifié, qui est considéré comme étant un groupe fascisant, enfin fasciste, pas fascisant, etc. Et quand tu as rencontré les gars, que tu discutes avec eux, tu vois ce qu'il y a derrière, tu te rends compte que leur position n'est pas facile. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un dialogue, pas uniquement avec des gens que tu rencontres dans les festivals, enfin dans les foires entre guillemets où on te balance ces produits comme ça à la tronche. Il faut savoir aussi un petit peu anticiper certaines tendances parce que tu dois quand même faire venir du public. Il faut voir donc la qualité du produit, la manière dont les choses peuvent être dites. Un film comme Eden Lake qui parle donc, il y a beaucoup de films en Angleterre qui parlent de la jeunesse qui devient très très violente, de ces fameux hoodies comme ça qui t'attaquent comme des pitbulls fous comme ça. Ben, ce film-là a déclenché pas mal de remous et quand tu regardes la chose, c'est quand même c'est pas mal foutu. Ou bien, pour sortir du fantastique, un film, c'est Harry Brown, le film avec Michael Caine, ce film sur l'autodéfense. Enfin, tu vois, il faut voir la manière dont c'est présenté. Je pense que tu peux aller loin. Serbian Film, il y a tout un contexte. Tu parlais effectivement du contexte. Je pense que non seulement c'est aussi un cri qui vient du fond des tripes de la part d'un pays qui a quand même beaucoup souffert. Mais aussi, je pense que c'est un peu nous renvoyer à la face toute cette espèce de fantasme que des imbéciles comme je vais me faire frapper, comme Eli Roth par exemple, leur vision des pays de l'Est, parce qu'on aime bien présenter les gens de l'Est comme étant des gens très méchants, cruels, sadiques, etc. Bah, on s'est aussi repris ça sur la gueule avec Serbian Film, je pense. Il y a un double jeu. Donc tu vois, il faut réfléchir à pas mal de choses. C'est pas juste regarder le film et se dire oui, ok, c'est beau, c'est pas beau, c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, quand t'es dans des zones qui sortent de zones que tu connais bien, voilà, tu peux voir du film de zombies, du film avec de la tronçonneuse, du slasher, tu as tous les codes classiques qui finalement présentent que des variantes de choses que l'on connaît déjà, peut-être parfois très bien, peut-être parfois moins bien. Il y a des films mode aussi qu'il faut choper, comme Berberian Studio, il n'est pas ici, mais c'est aussi un film qui a fait son chemin de manière assez étrange, mais grâce à sa bande son là, tu vois, qui était assez mode. Voilà, je pense que en fait, il n'y a pas un critère, il y en a plein. Il faut voir le contexte aussi. Je pense qu'il y a parfois des événements qui peuvent se passer qui font que tu vas y aller un peu plus doucement aussi certaines années. Où tu vas aller glisser des films qui auraient pu passer éventuellement à 20h30, tu vas les glisser un peu plus tard et des choses comme ça. Mais je crois que ça doit être super compliqué de faire une programmation. Sauf que peut-être à la différence de public d'autres festivals, celui du BIF demande à être d'une certaine manière choqué ou scandalisé. Oui, mais une fois de plus, ça dépend. Il y a différentes manières de choquer. Tu peux choquer pour choquer. Effectivement, Didier citait notamment des boîtes japonaises qui font des films, tu vois, plus trash et plus idiots les uns que les autres, mais ils t'en sortent je ne sais pas combien par an. Et voilà. Du coup, il y a un empilement, on se prend ça sur la tronche. C'est tellement délirant qu'on va en parler maintenant. C'est une manière de choquer comme une autre. Je peux dire que les films, ils sont pas très intéressants. À côté de ça, je pense qu'il y a d'autres éléments qui peuvent toucher d'une manière plus profonde, plus émotive, on va dire. Voilà, mais ces films-là qui sont pas forcément très intéressants, je veux dire, les programmateurs d'un festival savent aussi si oui ou non ça va, par exemple, participer à l'esprit de la fête, que ce festival incarne aussi d'une certaine manière, ou à l'esprit de liberté, ou il y a peut-être aussi des festivals qui sont plus, dont la philosophie à la base est affichée comme étant plus à la marge aussi, aller chercher vraiment des trucs très très pointus. Donc effectivement, enfin c'est juste pour résumer un peu ce que tu disais aussi. Avant la programmation, il y a la sélection, il y a les marchés sur lesquels on va voir, où on rencontre les gens. On n'y rencontre pas forcément que des vendeurs, on rencontre parfois aussi les réalisateurs ou les scénaristes. Et c'est le bon moment justement pour mettre à l'épreuve un peu ces critères de choix, quoi. Donc pas de ligne jaune, pas de seuil au-delà duquel on ne va pas. Mais un mot, je trouve, très important que tu as prononcé, qui est l'idée d'esprit de liberté. C'est que la ligne jaune, on la trouve jamais, mais quand on doit essayer de la tracer, dans une société libérale, dans une société pluraliste, et dans une société qui, malgré tout, essaie de donner du contenu à la liberté d'expression, c'est cet esprit de liberté qui est toujours un travail, qui n'est jamais fini, qui est toujours remis en question, tu l'as vraiment bien décrit dans ton truc, c'est toujours une sorte de questionnement, pas un questionnement
c'est pas un soliloque, c'est un questionnement avec les gens avec qui tu travailles dans le festival, etc. C'est un questionnement qui n'est jamais terminé, qui doit être extrêmement exigeant, et d'autant plus exigeant que il doit te forcer toujours à faire abstraction de tes propres opinions pour essayer d'intégrer les opinions de ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, de ceux qui sont là pour d'autres raisons que toi au festival, et de manière générale, interroger le type de société dans laquelle tu vis. Et bon, il y aura peut-être je voulais terminer par ça. À cet égard-là, je crois qu'il n'y a rien de plus précieux au BIF, de voir au BIF un public qui est toujours prêt à se moquer des films qu'il voit. Et en même temps, j'espère avoir un jour au BIF le public qui, pendant 2 minutes, est prêt à ne pas se moquer quand... Ça arrive fréquemment, tu sais. Non, pas lors des films, mais lors de la séance d'ouverture, lorsque le directeur ou le président dit, voilà, on fait aussi quelque chose qui est œuvre utile dans une société démocratique. Voilà, alors... La parole au public, si quelqu'un souhaite intervenir, poser une question, réagir à ce qui a été dit. Vous avez vu qu'il y a un micro, mais vous pouvez simplement faire signe et intervenir, lever la main. Oui ? Oula. On vous entend. Wow. Soit le discours, la programmation, mais je pense que ce serait très difficile. Et moi, c'est une sensation que j'ai. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que le BIF, aujourd'hui, il n'est pas justement dans cette démarche très populaire et de rendre le cinéma fantastique comme quelque chose qu'on regarde avec ironie ? Il a fort changé. Hein. Il a grandi, tu vois, sur plus de 30 ans. Oui, moi, je le connais que depuis. Il a grandi, il a fort changé, effectivement. Ouais. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est un festival qui ne pouvait que grandir, et en grandissant, bon, il a dû changer un petit peu. La programmation a changé, effectivement, et c'est intéressant, tu vois, je pense, quand tu as cette opportunité de lancer un festival de genre, 30 ans après d'être encore là, de peut-être essayer de toucher un maximum de gens et de pas rester uniquement, tu vois, parce que ça, c'était, je me souviens de réactions parfois un peu radicales, de pas uniquement rester, comme tu disais tout à l'heure, avec le chiffre de 500 personnes. Tu vois, oui, je pense que ce que tu dis c'est bien, c'est intéressant. Mais ceci dit, bon, on n'est pas non plus au Festival du film d'amour, quoi. Donc, Non. Mais c'est vrai qu'à côté de cet aspect populaire de ce qui est présenté ici, il y a aussi une section comme le 7e parallèle, par exemple, où on peut voir des choses aussi beaucoup plus pointues et parfois qui restent alors à ce moment-là plus subversives. Moi, je trouve que effectivement, ça a évolué. Mais en même temps, ça c'est quelque part, ça reste ouvert, quoi. On a quand même un joli panel de genre dans le genre quelque part. Mais d'autant que la programmation s'est vraiment élargie avec donc du coup, comme tu dis, il y a presque deux segments de programmation. Il y a tout un segment où vous pouvez aller de manière quasi rassurée en se disant que ça ira, et puis il y a d'autres choses effectivement qui sont plus exigeantes, mais voilà. C'est bien. D'ailleurs, c'est quoi le fantastique ? Parce que finalement, Blancanieves, je vois pas très bien ce qu'il y avait de fantastique. Il n'y a pas de définition qui existe vraiment, en fait, pour vous qui connaissez ça. Est-ce qu'il n'y avait pas des nains dedans ? Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas la représentation du réel, c'est fantastique, évidemment.